Bonjour, bonsoir les équipes Sussex, je suis Christelle. La question de la dernière décennie, celle que se posent les détracteurs de Sussex en général et de Meghan en particulier, la question à 1000 milliards de dollars, la question qui leur fait se cogner la tête contre le mur, celle-là même qui les garde toujours en éveil et en alerte. Meghan, d'où lui vient sa force? Descendons un peu plus dans les abysses de l'horreur, où résident ses détracteurs, et nous y trouverons des questions similaires du genre « Pourquoi ne craque-t-elle pas complètement? Pourquoi ne nous fait-elle pas, au pire, le coup de Caroline Clarke, cette actrice de télé-réalité britannique, qui, après avoir été traînée dans la boue et abusée sur les réseaux sociaux par les journaux britanniques, et autres merdias du même torchon, s'est donné la mort en dernière solution. » Vous me direz qu'il est même horrible d'évoquer ce sujet, et pourtant il vaut le détour à mon humble avis. Pensez-y une seconde. En ce moment où nous vivons dans un monde plein d'amertume et de douleur, de déception et de désespoir, de colère et d'angoisse, savoir qu'il y aura toujours une lueur dans la nuit qui nous rappelle que nous sommes plus forts et plus valeureux que le sort, aura toujours ce pouvoir de réveiller notre côté positif, notre vaillance, notre courage et l'envie de se rebeller et de briser les chaînes et les barrières qui nous empêchent de concrétiser nos rêves. Ma rhétorique vous semble un peu plus... peut-être elle vous semble un peu trop existentielle et vous commencez à vous demander ce que Meghan a à voir là-dedans. Non. Je pense que les plus clairvoyants d'entre vous ont à mi-chemin de mon monologue commencé à tracer le lien avec notre duchesse et son incroyable force mentale. Meghan, ce n'est plus une surprise, si jamais cela a été, a toujours été un être engagé. Cela est une qualité rare. Lorsque déjà tout petit, ou alors toute petite, vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard. Meghan, elle, a été trempée dans le verre de l'empathie, de la compassion, soit de naissance, soit par l'éducation maternelle qu'elle a reçue. Personnellement, je pense que le temps passe, ou plutôt, disons le temps passé auprès de sa grand-mère maternelle et de sa mère a aidé à forger une force de caractère déjà existant ou innée chez elle. Mais ça, ce n'est que mon avis, d'accord? Combien de fois nous sommes-nous dit dans l'équipe Sussex, mince, à 10 ans, Meghan se rebellait déjà contre la guerre du Golfe et à 11 ans, elle pensait déjà à écrire à la première dame des États-Unis de l'époque, c'est-à-dire Hillary Clinton. Il y a des chefs d'entreprise pour protester contre le machisme dans des publicités. Moi, à cet âge-là, je ne savais même pas encore quelle était ma couleur préférée ou ce que j'allais faire dans l'heure qui suivait. Cette force de conviction n'a jamais quitté Meghan et cela se voit dans tout ce qu'elle a accompli avant son mariage et continue à accomplir encore aujourd'hui. Je veux croire que sa détermination est née du sang de ses ancêtres maternels, qui n'ont jamais laissé la méchanceté du monde définir leur identité et leurs valeurs. Rester concentré sur son but et ne pas se laisser distraire par les bruits de ce monde, victime de ses préjugés, est en fait une conclusion logique à laquelle une personne ayant travaillé sur elle-même pendant des années pour distinguer ses forces de ses faiblesses arriverait. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Et je crois sincèrement que Meghan a été sur ce chemin de sa vie, ce qui nous amène à cette citation chère au cœur de Meghan qu'elle a bien voulu partager avec nous cette semaine. C'est une citation par Georgia O'Keeffe et qui dit, bon, je paraphrase, d'accord, parce que la citation, elle est en anglais. En gros, la citation dit « Je suis arrivée à ma propre conclusion et dont les flatteries, aussi bien que les critiques, vont dans le même sens et dont n'ont pas d'impact sur qui je suis, car je suis tout à fait en paix avec moi-même. » Ça, pour moi, c'est une force intérieure que rien ne peut ébranler, car elle sait qui elle est et elle connaît sa valeur en tant qu'être humain. Alors, je vous assure les amis, cette philosophie de la vie nous purifie l'âme. Et j'ai le sentiment que toutes ces âmes torturées qui ne leur veulent que du mal à la famille Sussex ne comprendront jamais cette femme, car pour cela, il faudrait qu'ils acceptent
qu'ils sont en faute et qu'ils reconnaissent leur histoire coloniale, par exemple. Ce qui, nous le savons, vous et moi, n'est pas près d'arriver. Les ancêtres de Meghan la portent sur leurs épaules. Et ce ne sont pas des mots superflus que je débite. Si je devais associer ce que je viens de dire à notre histoire en tant que noire, observez par exemple l'incompréhension sur les visages de ceux qui sont inhibés de préjugés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et qui ont cette peur irraisonnée de voir, par exemple, soit un noir issu de l'esclavage, Obama ne l'était pas, d'accord, devenir président des États-Unis, ou alors les ex-colonies se rebeller contre les génocides subis sur leur sol, cette peur de la revanche. Mais non, ce que vous entendez au contraire venant de ces populations marginalisées sont plutôt des injonctions à s'asseoir autour d'une table et de parler calmement de ce qui fut et de ce qui est, toujours prêt à pardonner et à construire des bases d'égalité et même de fraternité. C'est ce que nous sommes. Et cela n'a rien à voir avec de la faiblesse ou de l'indolence, mais le fruit d'une grande sagesse et d'une force mentale à toute épreuve. Et notre Meghan, elle l'a dans les gènes. N'oublions pas que son expérience professionnelle et son entourage social ne sont pas en reste. Meghan s'est forgé au fil des années une éthique de travail qui ferait pâlir les plus paresseux. Et nous avons pu en témoigner lorsque l'équipe qui lui avait été octroyée au palais de Kensington s'était plaint du fait que Meghan écrivait ses propres discours, demandait à avoir plus de travail, contactait des petites entreprises britanniques qui avaient besoin d'être motivées et dont personne à la cour royale n'avait entendu parler, et avait envoyé un et non plusieurs SMS sans réveiller qui que ce soit par une sonnerie de téléphone à un employé en demandant comment il pouvait aider. Vous devinez que cette dernière action de Meghan avait fait la une des trashploïdes britanniques, habituée à ne parler que du prix des vêtements que porte la belle-sœur de Harry avant elle, Diana, la feu mère de Harry. Oui, les autres femmes de la cour royale n'ont pas vraiment d'importance pour les médias locaux. Alors, voir une métisse, et même pas britannique, une femme qui veut travailler et qui en fait travaille et a un passé professionnel des plus élogieux, arriver dans la royauté britannique, cela avait vraiment un goût d'échec et, et un rappel cuisant de l'apathie et la fainéantise dans lesquelles les autres gentes dames nageaient. La presse locale, pour contrecarrer tout cela, avait donc pris sur elle de rester muette sur les antécédents professionnels de Meghan et de conforter sa population de lecteurs en leur rappelant ces vieux stéréotypes qui veulent que la femme noire soit une femme vénale et constamment en colère. Franchement. Mais malheureusement pour eux, ce mensonge n'aura même pas tenu quelques heures. Le passé de Meghan refera surface. Ses contributions dans le milieu humanitaire des années auparavant, ses relations avec les organisations et autorités mondiales, ses interventions à travers les discours sur les scènes du monde entier se feront connaître. Son esprit créatif et de création qui rassemblera les amoureux de la cuisine, de la culture et des voyages sur son défunt blog gothique sera le testament de la force spirituelle et du talent de Meghan à connecter les âmes du monde entier autour de sujets qui leur tient à cœur. Merci à la technologie qui permettra ce miracle. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut aller sur YouTube et sur n'importe quelle autre plateforme et on trouvera ses preuves. La force de Meghan, c'est aussi son cercle d'amis qui semble être lié par une loyauté à toute épreuve et un désir cher de se protéger les uns les autres, de se défendre les uns les autres comme s'il s'agissait de leur propre progéniture. Inutile d'énumérer le nombre de fois où cela s'est vu en œuvre. L'image immédiate qui me vient à l'esprit pour illustrer ce point est le cercle formé autour de Meghan pendant les Jeux de l'US Open. Si vous vous rappelez, où nous avions pu voir le clan Williams, de Serena Williams, former une barrière protectrice autour de Meghan et notre fleur se relaxant au milieu d'eux, inapprochable des paparazzis. Enfin, je pense qu'une nouvelle forme, il parle d'une nouvelle force, s'est formée en Meghan, c'est celle de mère. En mode sur mes gardes, prête à protéger mon petit, et si cela signifie claquer la porte sur cette île et retourner dans mon pays, soit. Car, et pour toute mère, cette force-là est celle qui surpasse toutes les autres, et avoir un mari tel que Harry qui se dresse pour servir de bouclier et qui reconnaît l'importance et la valeur
de ce que c'est que d'avoir une vraie famille, c'est tout simplement la cerise sur le gâteau. Merci, merci Archie et merci pour nous. Alors, les amis, ting ting! Ça, c'est l'alarme successive de la semaine. Alors, cette semaine, nous avons eu plein d'alarmes. Déjà, la semaine dernière, je vous rappelais que Harry et Meghan ont été nominés dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année. Et c'est un événement qui est célébré chaque année. D'accord? Pour marquer le coup, le couple est apparu dans la première version télévisée de l'événement sur la chaîne américaine ABC. Une autre alarme cette semaine a été celle de Gloria Steinem. Si vous vous rappelez, Meghan l'avait interviewée, je pense 2 ou 3 semaines auparavant, dans son jardin. Et je rappelle que Gloria Steinem est la fondatrice du mouvement féministe des années 60. Et pendant l'interview que Madame Steinem ou Mademoiselle Steinem, je ne sais pas si elle est mariée, je devrais regarder à ça, a également révélé que Meghan et elle sont activement en train de passer des coups de fil pour encourager les électeurs américains à se rendre aux urnes et de voter aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu en novembre prochain. Alors, parlons scandale. Le scandale de la semaine aura été les médias britanniques, encore eux, vous me direz, qui se sont presque étouffés de médiocrité en voyant l'apparition de Meghan et de Harry dans une vidéo où ce dernier, tenez-vous bien, encourageait les Américains à voter. Ouais, c'est un membre de la famille royale, de la famille royale, hein, c'est un membre de la royauté. Mais le détail le plus important, en fait, ils étaient en faux choc, quoi. C'était, non, il ne doit pas parler politique, et blablabla, et blablabla. Oui, peut-être, c'est un membre de la royauté britannique, c'est sûr, c'est un prince. Mais le détail le plus important est qu'il ne représente plus la couronne bétisianique. Ok? Et le palais l'a bien fait savoir via son porte-parole qui n'a pu dire que ces mots, quoi, sans commentaire. Le porte-parole des Sussex, par contre, a présenté la chose de manière plus mature et intellectuelle et a rappelé à quiconque prétend être scandalisé que Harry n'a fait que encourager l'électorat américain à saisir son droit de vote et à l'appliquer, sans pour autant nommer un parti politique précis. D'accord? En conclusion, on pourrait dire que Harry parlait droit de l'homme et non idée politique. Voilà. Meghan est ensuite apparue dans une vidéo encourageant Archie Williams. Je vous en dirai plus un peu plus loin. Et Monsieur Williams compétit dans l'émission musicale de l'Amérique a du talent, ou l'Amérique a des talents. Je crois que c'est l'équivalent de la France a des talents. Alors, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Archie Williams. Alors, lorsqu'il avait 22 ans, il a été condamné à 36 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. On parle de l'Amérique a du talent, ce qui veut dire que ça se passe aux États-Unis, quoi. Il avait 22 ans à l'époque, il avait été condamné à 36 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. C'est presque une habitude aux États-Unis, quoi, quand il s'agit de la population noire. Alors, pendant les 12 premières années de son incarcération, il avait pu entrer en contact avec une organisation qui s'appelle le Projet Innocence. Et cette organisation l'avait aidé à revoir son dossier au tribunal. Et grâce à l'avancée scientifique en matière de technologie des empreintes digitales, il avait pu être relâché après 12 ans. C'est une vie. Alors, apparemment, le fait de chanter, je ne sais pas s'il chantait déjà tout jeune, avant son incarcération, mais sûrement il continuait à chanter pendant son incarcération. Et le fait de chanter lui avait permis de garder espoir. Et aujourd'hui, il apparaît dans l'Amérique a du talent. Je souhaiterais vous parler de ce projet Innocence auquel il a fait appel et sans lequel il n'aurait pas pu être libéré pour un crime, je précise, qu'il n'avait pas commis. Alors, le projet Innocence est un programme aux États-Unis qui sert et qui aide à exonérer les personnes injustement condamnées à travers l'utilisation des tests d'ADN.
D'accord? Et ce programme aide à créer des réformes dans le système de la justice pénale américaine afin de prévenir d'autres injustices futures. Et ce programme également se bat contre des fausses condamnations. C'est un peu le cas de M. Williams. Ce programme se bat contre l'utilisation erronée de la science médico-légale, contre les fausses confessions, contre les défenses inadéquates. Quand je dis les défenses inadéquates, c'est un peu le genre, vous avez un avocat qui n'est même pas assez expérimenté pour vous défendre, par exemple. D'accord? Je pense que le projet intervient et vous fournit, et vous fournit les services d'un avocat beaucoup plus expérimenté et prêt à faire face aux accusations, d'accord, dont vous faites l'objet. Alors, moi je trouve que le côté positif aussi de ce programme est le fait qu'ils aient accès aux données des tests ADN après condamnation. Ça veut dire qu'ils ont quand même une certaine crédibilité, d'accord, pour avoir accès à des données qui sont censées être, on va dire, presque confidentielles. Alors, c'est un vaste mouvement qui a vu le soutien de personnes influentes et autres célébrités s'élargir pour la bonne cause. Alors, Meghan, cette semaine, a participé aussi à un sommet virtuel organisé par Fortune. Je devrais avoir plus d'informations concernant Fortune. C'est apparemment un programme qui réunit des femmes d'influence. Et pendant ce sommet, Meghan parlait de la façon avec laquelle les expériences que nous vivons en ligne sur Internet définissent plus tard la façon avec laquelle nous nous comportons au dehors, avec la société dans laquelle nous vivons et ceux qui nous entourent. Et elle exprimait l'espoir que le panorama digital peut-être pourrait un jour être transformé en quelque chose de plus humain, c'est-à-dire quelque chose qui porte parmi ses priorités comment son utilisation affecte de vraies vies humaines. On a plein de trolls, ce qu'on appelle des trolls sur Internet, d'accord, et quand on regarde les règles de confidentialité, par exemple, si je prends une plateforme comme Facebook qui presque motive les néo-nazis et tous ces mouvements anti-populaires, je ne sais pas trop quel terme utiliser à ce niveau-là, mais lorsque Facebook ne censure pas les insultes, ne censure pas les propagandes et tout ça, ça n'augure rien de bon. D'accord? Et la société en ressort beaucoup plus antagoniste, beaucoup plus furieuse et beaucoup plus, on va dire, pas du tout informée, quoi. Alors, Meghan a également rappelé que Archie, pendant cette interview-là, pendant ce sommet-là, c'était un genre face à face, d'accord, et mais sur Internet. Et elle a également rappelé que leur fils, Archie, restait leur priorité, bien qu'Harry et elle voulaient également faire partie de ce mouvement en marche pour le changement et qu'ils étaient prêts, ils sont prêts à aider dans leur capacité tant qu'on aura besoin d'eux. Vous savez, c'est un couple assez moderne, quoi. Alors, pour conclure, Harry et Meghan sont également apparus dans une interview dirigée par le magazine Evening Standard. Je pensais au départ que c'était un magazine américain, sûrement c'est un magazine international, mais cette interview avait lieu avec leur branche en Grande-Bretagne. Et cette branche-là, Evening Standard, Grande-Bretagne, célébrait le mois de l'histoire noire en Grande-Bretagne, je vous dis. En général, c'est un terme qui est plus connu en anglais comme étant de Black History Month. Et tout comme moi, mesdames et messieurs, Meghan a fait savoir qu'elle ne savait même pas qu'il célébrait ce moment important de l'histoire humaine en Grande-Bretagne. Moi-même, je ne le savais pas. Écoutez, au vu de la façon avec laquelle ils l'ont traité, son fils et elle, c'était assez surprenant pour moi de savoir qu'ils avaient même
qu'il célébrait même ce moment-là. N'oublions pas que Meghan a quand même fait 2 ans et poussière en Grande-Bretagne. On n'a jamais entendu parler de l'histoire noire en Grande-Bretagne. Comme on dit, c'était cricket, quoi. Alors, mais revenons au concept du mois de l'histoire noire. J'aimerais en dire quelques mots. Alors, c'est un événement annuel qui célèbre divers accomplissements par des Noirs américains. Parce que je souhaite souligner que c'est un concept qui a vu le jour aux États-Unis, d'accord, en 1915. Mais il est devenu, à l'époque, il se faisait appeler la semaine de l'histoire noire, pas le mois, la semaine de l'histoire noire. Depuis 1915, les Noirs, la population noire des États-Unis la célébrait pendant la semaine, quoi. Et puis, il se trouve que depuis 1976, cet événement, qui célèbre divers accomplissements par des Noirs américains, et également qui est un moment de reconnaissance du rôle des Noirs dans l'histoire des États-Unis, a été, on va dire, fonctionnel officiellement dès 1976 et depuis lors, il est célébré pendant le mois de février tous les ans depuis 1976. Le mois de février parce que si j'ai bien compris, il coïncide avec la date anniversaire de Abraham Lincoln qui avait été le président américain qui avait mis fin à l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Alors, ce mouvement, ou plutôt ce concept, est célébré officiellement aux États-Unis et depuis lors, il s'est étendu au Canada et à la Grande-Bretagne. Alors, on ne va pas finir notre podcast sans parler un peu de Harry qui, pendant justement cette interview, parce que l'interview n'était pas que entre Meghan et Evening Standard, mais ça réunissait également Harry, Meghan et le reste de l'équipe de Evening Standard. Et Harry, qui, qu'on le veut ou pas, n'est jamais en reste, il est toujours en train de moralement soutenir son épouse et leur cause commune à marteler les faits en disant qu'il était difficile pour un caucasien de comprendre l'histoire des Noirs dans un monde et un système fait pour les caucasiens et par les caucasiens. Il a également souligné que l'important n'était pas de pointer du doigt, d'accord, pour savoir qui était coupable et tout ça, mais d'en parler, d'accord, de faire le chemin de l'acceptance, de la tolérance, de la reconnaissance des torts et de construire ensemble pour un monde équitable et donc meilleur que nous laisserons ensuite à nos enfants, à notre descendance. Alors, les amis, comme vous vous en doutez, nous sommes arrivés au terme de ce podcast. Déjà, merci de m'avoir écouté. Et comme toujours, on finira même par le répéter un jour ensemble. Alors, comme toujours, je vous souhaite déjà de prendre soin de vous. D'accord? De laver vos mains. De porter un masque en public. Toujours. Et n'oubliez pas de désinfecter vos mains. D'accord? Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à nous revoir à vendredi prochain.